C'est vrai que sans cette passion, il serait sans doute déjà mort. Passent les hommes et les idées. Mais par le football, qui dit davantage que la vie, puisque les excès qui l'animent ne s'éteignent jamais. Diego va mieux, mais comment guérir de l'effervescence qui toujours et partout l'accompagne? En juin 2005, il entame en Espagne une tournée européenne, comme pour montrer qu'il n'a pas oublié ceux qui ont accompagné ses plus belles heures de gloire. Estoy relacionado con el jurado. Es una lucha constante. Pero bueno, siempre ganándole la vida, ganándole eso que no se puede salir. Estoy bien, no me apuro para nada. Estoy comiendo muy poco. Tengo el estómago de bebé. Pero bien, o sea, lo necesitaba para mi salud, lo necesitaba para mis hijas. Quelques jours encore et il retrouve la marmite de son cher San Paolo à Naples. Des retrouvailles comme un retour aux sources, alors qu'il vient participer au jubilé de son ex-coéquipier, Ciro Ferrara, qui tire à son tour sa révérence. Trop loin ce public qu'il aime et qui le lui rend si bien. Trop près tous ces intermédiaires, tous ces importuns. Comment s'en débarrasser jamais pour se rapprocher plus encore, se fondre de la masse, ne faire qu'un avec les siens, ceux qui n'ont jamais trahi comme tous ces femmes du virage maradonien. Quelle image voudrait-il que l'on conserve de lui, son petit homme maintenant poussé vers la sortie? Sans doute celle d'un footballeur hors pair, lui d'un homme comme les autres, qui a fauté, déraillé, exagéré, mais qui n'a jamais trahi l'espérance de ceux qui lui ressemblent. Et si les stades ne sont plus pour lui, il en est un autre, plus grand encore qui l'accueille, la télévision. Comme lors de cette émission de l'été 2005, dont il est l'animateur vedette. Nouveau Félix, d'une nuit cathodique au bout de laquelle son père, Don Diego, sa mère Tota, sont trop heureux de retrouver enfin leur enfant. Ce gamin en chair et en or, qui a recouvré sa légèreté et son sourire, et fait admettre au monde entier qu'entre passion et folie, le public sera toujours là pour, dans un même mouvement, pardonner sa faiblesse et applaudir son génie. C'est terminé. Je regardais un documentaire sur Diego Maradona. Ah, j'ai essayé de Diego.
chers téléspectateurs, dans le club de 28 minutes, le club du vendredi, où deux intervenants affinés et affûtés et des citations de presse en plateau reviennent sur l'actualité de la semaine. Parmi les dossiers, ce soir, police, après les interventions brutales de la police, place de la République à Paris lundi, la révélation, grâce à une vidéo, du tapassage de mémoire par 3 policiers blancs déchaînés, relance le débat sur les violences policières. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Comment lutter contre la violence couplée au sentiment d'impunité chez certains policiers? Faut-il réformer l'IGPN, la police des polices? Deuxième dossier d'actualité ce soir, les 3 étapes du déconfinement ont été annoncées mardi par Emmanuel Macron, précisées, si tant est que cela soit possible, hier par le Premier ministre. L'annonce des premières vaccinations en décembre marque-t-elle le début de la fin de cette absolue catastrophe sanitaire? Claude Espelovitch, qui s'y connaît en mal au pied, évoquera bien sûr la main de Dieu. Et notre invité du vendredi est le guide moniteur du Parc national des Écrins, Michel Bouche, qui arpente depuis 30 ans ce parc dans les Alpes pour y observer le Lepus stylus, le lièvre invisible, blanc sur blanc, une légende des montagnes que vous connaissez bien, si vous venez. Je crois. Le lièvre, rendez-vous pas, monsieur Bush. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Vous allez bien, Sylvie? On est ravis de vous retrouver comme Clovis. Vous êtes géographe écrivaine et votre dernier essai, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, est paru aux éditions Boucher-Chastel. Pascal Blanchard est en train d'écrire un manuscrit de 1212 pages. C'est encore chaud chez lui. Donc il est arrivé les mains dans les poches. Presque. Ça va, Blanchard? Ça va, ça va, ça va. Ravi de vous retrouver. Merci. Bienvenue. Bonsoir, les amis. Bonsoir, Valérie. Plaisir de vous retrouver. Bonsoir, Sonia Kirani. Bonsoir, Elisabeth. Et Thibaut Soutier, qui dessine entre autres pour Marianne et l'équipe et qui prépare lui aussi un ouvrage. Oui, qu'on peut précommander sur Internet. D'abord, on va faire la maison d'édition pour l'éditer. On va créer la maison Oui, d'édition. une maison d'édition par les auteurs et pour les auteurs qui veulent une plus grosse part du camembert. Vous avez bien raison. Et alors, comment on fait pour la créer? On se rend sur le nul pour la Enfin, maison. c'est-à-dire nous tous. Oui. Les téléspectateurs. La maison s'appelle Exemplaire. Et donc, ça s'appelle du crowdfunding. C'est ça. Ah bah, c'est formidable, vous avez raison. On s'en souviendra. Premier dossier d'actualité, Madame Eh bien, ce premier dossier, Elisabeth, c'est donc le déconfinement, ou plutôt l'allègement du confinement, puisque cette fois-ci, la sortie du confinement sera très très progressive. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron cette semaine, avec les commerces de proximité qui vont ouvrir demain, les lieux de culte aussi. Mais en revanche, les bars, restaurants, boîtes de nuit et autres, ce ne sera pas avant au mieux le 20 janvier. Il y a aussi la levée des attestations de déplacement pour qu'on puisse se déplacer dans tout le territoire national à partir du 15 décembre, évidemment dans le couvre-feu et fête, avec l'instauration d'un couvre-feu sauf les 2 soirs de réveillon, le 24 et le 31. En tout cas, le gouvernement va donc lever des limitations de déplacement dans le pays à l'occasion des fêtes de fin d'année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque, et peut-être que ce risque est d'ailleurs inévitable, qui est finalement, Pascal Blanchard, une forme aussi de relâchement collectif à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, qui pourrait évidemment nourrir, alimenter une éventuelle 3e vague de l'épidémie au début de l'année prochaine? On sait déjà que 60% des Français ont avoué qu'ils n'avaient pas respecté les règles du confinement pendant la 2e vague. C'est-à-dire qu'il y a déjà, par définition, d'une manière cachée, une pratique de dire, comme les gens sont quelque part aujourd'hui dans une situation où ils n'en peuvent plus, donc naturellement, les gens ont envie déjà de se retrouver, de faire hors norme, en groupe, en famille ou autre. Donc on imagine très bien que cette attente, si vous rajoutez les 40% qu'on peut encore oser, par définition, Noël, jour de l'an, et autour, il y a une volonté, un désir, un ras-le-bol, qui fait que très naturellement, les gens ont, malgré la pression, malgré le discours omniprésent sur le sujet et le risque sanitaire, ont envie de se retrouver. Personne ne vit le 2e confinement comme le premier. Personne n'a, regardez aujourd'hui sur le plan psychique d'ailleurs, psychique, les apéros Zoom, il y en a 10 fois moins, c'est très clair, j'ai une voix triste d'ailleurs, on a dit de ça, mais c'est la réalité. Les gens ne le vivent pas de la même manière. Le premier, tout le monde a fait des efforts en pensant qu'il y avait un objectif à atteindre. Et donc il y avait une forme de volonté collective d'arriver à justement dépasser cette attente, c'est plutôt le cas. Alors, je vois bien, tout le monde nous parle d'esprit dépressif, on le voit dans les entreprises, que ça devient extrêmement difficile de gérer la motivation, parce qu'en plus on est en fin d'année, donc c'est très compliqué, les gens sont usés de ça. Donc conclusion, il va se passer quelque chose, c'est qu'à la fois les gens vont déjà commencer, d'ici les fêtes de Noël et le jour de l'an, à commencer à sortir les sentiers du malheur. Les fêtes de fin d'année vont être un moment exactement comme Thanksgiving aux États-Unis, au Canada, où on a constaté une augmentation
Donc on n'a pas encore tous les chiffres dessus, mais on sait que ça a eu un impact réel. Là, pour éviter la menace d'une éventuelle reprise de l'épidémie début l'année prochaine, Emmanuel Macron a évoqué il a émis le souhait d'ouvrir un débat sur l'hypothèse de contraindre en fait les malades à s'isoler, qu'il y ait des amendes qui soient prises pour forcer les malades contaminés à s'isoler, comme c'est le cas dans certains pays étrangers. Est-ce que c'est une piste à suivre? Ce que disent les médecins, c'est que les Français n'iront plus se faire tester. C'est-à-dire que ça sera une incitation à passer au travers, contourner les dispositifs qui, il faut bien dire, sont quand même extrêmement bureaucratiques, extrêmement tatillons, extrêmement punitifs, et puis extrêmement partiaux, parce que on parle du déconfinement, mais il faut quand même penser aux restaurants, aux parcs d'attractions, aux stations de ski, au boîte de nuit. Je n'ai pas pensé à chacun parle. Mais c'est quelque chose quand même dont le coût social va être considérable, et puis tout cela repose sur la réussite du vaccin. Or, on ne peut pas s'empêcher de noter qu'il y a 38 demandes d'homologation qui ont été déposées auprès de l'Organisation mondiale de la santé, et que si on avait vraiment voulu lutter contre cette pandémie planétaire, il aurait fallu mener un acte global international pour la mise en place d'un vaccin. Parce que là, ça va être la surenchère financière, la surenchère nationaliste, la politique du vaccin. On a une pandémie qui est probablement la plus contagieuse avec la tuberculose au monde, qui a fait vraiment un nombre de morts colossal, et de l'autre côté, une réponse qui n'est pas coordonnée du tout. Alors vous évoquiez à l'instant la stratégie de vaccination, précisément ce sujet-là, il a été abordé hier lors de la conférence de presse hebdomadaire maintenant du gouvernement par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Vaccination n'ira pas de pair avec l'abandon des gestes barrières, au moins jusqu'à ce qu'on ait acquis la preuve par l'expérience et avec le recul français et international que nous pouvons retrouver toute la sérénité collective et retrouver la tradition française, que ce soit dans la rue au fossé par la main, ou que ce soit pour emmener danser au fond de Bachelot dans des bars de nuit, ce que nous avons tous très hâte de pouvoir refaire au plus tôt possible. Visiblement, il y a une bonne ambiance au sein du gouvernement. En tout cas, entre Olivier Véran et Roselyne Bachelot, ça signifie donc que la vaccination, même lorsqu'elle entrera en vigueur à partir de la fin décembre, a annoncé Emmanuel Macron, pour certaines populations en tout cas, elle nécessitera le maintien encore de cette vie, j'allais dire hors sol, en tout cas cette vie hors du commun. On n'en aura pas fini avec les gestes barrières, avec le port du masque, Pascal Blanchard, ça va durer encore longtemps. Tout simplement, c'est qu'on n'est pas capable de produire suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde en même temps. Ce qui sera logique, vous comprenez bien. Si on est capable de vacciner dans un temps court l'intégralité des populations, vous ne prenez plus de risque de contamination. Encore faut-il qu'elle demeure avec ces populations. Attendez, c'est un deuxième sujet. Le premier sujet est déjà qu'on sait qu'il va falloir, vu la montée en puissance des vaccins qui vont arriver très lentement, d'ailleurs c'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont être prioritaires dessus dans le système médical, des gens âgés, des gens à risque, on est incapable d'arriver à vacciner une population de 65 millions de personnes. Que deuxièmement, il va y avoir en plus du refus de la président de la République, il n'y aurait pas d'obligation à se vacciner. Il faudrait. Je ne sais pas, mais en tout cas la France, de manière assez étonnante, est le pays européen où il y a le plus de rejet préalable à l'obligation potentielle sur le principe de se vacciner. Ce qui vient certainement du fait que l'on doute aujourd'hui, depuis le début de l'année, de la manière dont le gouvernement nous parle, d'un certain nombre d'éléments, donc les gens sont dehors, les gens déjà qui ne veulent pas se vacciner, tous ceux qui doutent. Le vaccin à l'intérieur, exactement. Et largement augmenté avec un doute auprès du gouvernement. Donc on voit bien là qu'il y a deux éléments qui font que par définition le temps d'arriver à être. On pense que les vaccins vont faire 6 mois à peu près de protection, donc ça veut dire que vous êtes au moins conditionné pendant 6 mois à faire que vous continuerez à avoir par définition toutes les protections du caractère individuel. Merci d'avoir pris l'ambiance, Pascal. Je vois si vous continuez. Pardon. On continue avec la visite du musée pré-Covid, où on peut voir un restaurant, c'est un lieu 2020 où les gens se rassemblaient pour manger sans masque. Merci Thibault, le duel de la semaine. Cher Renaud, le duel de la semaine, Elisabeth, bien un patron et un syndicaliste. À ma gauche, le patron, Emmanuel Faber, 56 ans, c'est le PDG de Danone, et à ma droite, le syndicaliste Philippe Martinez, 59 ans, c'est le secrétaire général de la CGT. Emmanuel Faber, c'est un patron qui a souvent été montré en exemple. Il avait donné à Danone le statut d'entreprise à mission, doté juridiquement d'une raison d'être. Il a parfois d'ailleurs dispensé quelques leçons d'éthique à ses collègues du CAC 40, par exemple en renonçant à sa retraite chapeau. Il s'est aussi montré très soucieux des préoccupations environnementales. Ça voilà, le groupe Danone vient d'annoncer en début de semaine la suppression de 2000 postes dans le monde, dont plus de 400 en France. Une décision justifiée par la crise de la Covid-19, le confinement, la fermeture des bars et restaurants, une chute de la consommation d'eau minérale. Tout cela a été mis en avant par Emmanuel Faber, qui a aussi évoqué des impératifs incontournables. C'était mardi sur France Inter.
la protection de la rentabilité et du bénéfice, elle est fondamentale pour une entreprise, quelle qu'elle soit. Elle est fondamentale parce que la rentabilité, c'est le socle des investissements de demain. Si on est très très durablement décalé en compétitivité par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, et c'est ce qui se passe, ils sont capables de faire beaucoup mieux que nous. Alors c'est vrai, Danone est soumis à une forte concurrence internationale, seulement le groupe a aussi obtenu en 2019 les meilleurs résultats de toute son histoire, et ça Emmanuel Faber le dit aussi, 2,5 milliards d'euros de bénéfices, et donc Danone a distribué de copieux dividendes à ses actionnaires cette année, une situation qui indigne le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Ça c'était lundi sur RTL. La pandémie des licenciements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la crise sanitaire abonde d'eau, et des entreprises comme Danone d'ailleurs, qui ont arrosé, permettez-moi l'expression, pendant des années leurs actionnaires à coups de milliards, et bien aujourd'hui considèrent que leur niveau de rentabilité n'est pas assez important et donc en général on licencie. Alors les situations sont diverses, mais il est vrai qu'en ce moment les plans sociaux dégringolent, hein. Outre Danone, plus d'1 millier de postes supprimés par le groupe informatique américain IBM, 700 chez Total. Alors, est-ce que la violence de la crise économique rend de toute façon ces décisions inéluctables, Sylvie Brunel, ou est-ce qu'au contraire, certains groupes sont tentés effectivement de profiter d'une sorte d'effet d'aubaine et de mettre leur choix de gestion sur le dos de l'épidémie? Oui, il y a un certain opportunisme d'un certain nombre d'entreprises qui doivent de toute façon satisfaire leurs actionnaires avec des taux de rentabilité de 15%, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Faber, et qui prétendent sauver la planète, hein, c'est tout. Des entreprises à mission avec des chefs d'entreprise qui se prennent tous pour Bill Gates et qui nous font des grandes déclarations, mais qui oublient que derrière la planète, ou sur la planète, il y a l'humanité, et qui font payer les pots cassés, même pas les pots cassés, parce qu'en fait, Danone a engrangé des bénéfices, vous l'avez dit, et tous ces licenciements partout en France, dans le monde. En prévision d'une situation qui va se dégrader. Oui, mais qui ne s'est pas encore dégradé, qui pour ces entreprises-là, en tout cas, ne s'est pas dégradé. Et il y a quelque chose d'extrêmement choquant de voir d'un côté ce greenwashing, ce discours extrêmement vertueux, éthique, et de l'autre côté, mais vraiment une prise en compte totalement déficitaire des petits, des humbles, qui payent déjà le prix de la pandémie, parce qu'on sait très bien que le Covid, c'est la double peine pour toutes les populations pauvres dans le monde. Et en même temps, Pascal Blanchard, si jamais la rentabilité de Danone chute, s'effondre, le groupe ne serait pas, par exemple, à l'abri d'une OPA d'un autre groupe étranger sur Danone, et là, on hurlerait, on s'indignerait éventuellement française. L'argument de Emmanuel Faber, il est ambigu parce qu'il nous parle, enfin, si on comprend bien, c'est pas un problème d'investissement par rapport à la concurrence qui pourrait être meilleure que la nôtre, puisque là, on est en train de parler des dividendes. On est en train de parler de la rentabilité. Donc, de l'action et donc des dividendes. La rentabilité n'a strictement rien à voir avec les investissements qu'on fait en recherche, par exemple, en lutte contre la C'est ce qu'il concurrence. dit, il a corrélé. Lui, il a corrélé, etc. C'est deux sujets différents. Vous pouvez très bien distribuer moins de dividendes, avoir une entreprise qui soit tout à fait encore dans la concurrence et capable de investissent dans les groupes dans lesquels il y a une forte rentabilité. Là, ce n'est pas un problème d'investissement. C'est un problème de dividendes qui vont être distribués en fin d'année, de sauvegarder cette masse de dividendes. C'est pour ça que Martinez a raison de mettre le doigt sur une ambiguïté. L'ambiguïté, c'est de prendre comme prétexte qu'il faut garder la rentabilité pour les actionnaires, ce qui justifierait pourquoi il faut appauvrir l'entreprise d'une partie de son personnel et donc de profiter d'une opportunité pour le faire. Ce qui n'a en fait aucun rapport avec la crise. Et là, il y a quelque chose qui est ambigu. Est-ce qu'il est normal que les entreprises qui peuvent ou non être aidées, c'est un vrai débat, qui revendiquent un aspect vertueux et une dimension sociale dans l'entreprise, puissent en fait, pour sauvegarder la rentabilité et donc les dividendes de leurs actionnaires, avoir de telles pratiques? Le débat mérite au moins d'être posé, parce qu'il y a une ambiguïté. Et ça n'a rien à voir avec la concurrence pour les entreprises. Si vous souciez vous avez de façon. Oui, c'est le conseil de Faber à Martinez qui fait que tu es trop tendu, tu dois faire du yoga, ça te fait du bien de manière générale. Vite sa presse, oui c'est bon pour les intestins, transit. Vite sa presse internationale à la une du New York Times de mercredi avant-hier. Donc la nouvelle équipe gouvernementale américaine annoncée par le président élu Joe Biden, d'anciens membres des gouvernements Clinton et Obama, une volonté affichée de valoriser la diversité, l'expérience et de revenir au multilatéralisme et à l'écologie, évidemment avec une question non résolue. Que dit cette nouvelle équipe des futures relations internationales de l'Amérique de Biden, notamment avec l'Europe et avec nous, en France, On a l'impression que Biden va révolutionner la position des États-Unis dans le monde. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que d'abord le Sénat reste républicain, donc sa marge de manœuvre sera limitée. Ensuite, un certain nombre d'actions qu'a mené Trump vont être plutôt intéressantes pour Biden, parce que la façon dont Trump a résisté à la Chine
Et il fallait le faire, il fallait quelqu'un ait le courage de le faire. Maintenant, Biden va retricoter la gouvernance internationale du changement climatique en votant en Europe Kerry, en reprenant. Est-ce que le discours de Trump qui disait on en a assez de financer pour une Europe, par exemple au niveau de l'OTAN, qui achète son gaz à la Russie, qui ne joue pas le jeu des relations commerciales internationales, je ne suis pas sûre que Biden, derrière ces beaux discours, ne va pas être obligé aussi de mener cette réelle politique. Donc, tous ceux qui pensent que Biden va révolutionner tout, à mon avis, se trompent. Pas d'accord. Je trouve que Biden démarre bien, parce qu'il a réussi à trouver un juste équilibre entre les équipes, entre... Oui, enfin, il démarre bien, le choix de... Très démarre, on fait sur les mots. Voilà, non, il démarre dans le sens où il est en train de on est en train de voir qui est son équipe. Je trouve que la place des femmes est assez à relever parce que c'est quelque chose qui est très modeste et pas sur les postes de second couteau. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes pour la première fois qui vont être en charge de ministères essentiels et stratégiques. La place des minorités est clairement visible. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas un débat comme d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, on peut le remarquer. C'est qu'entre ceux qui disent et ceux qui font, on voit la différence. Exactement. Un gouvernement majoritairement féminin avec une place pour les marronniers, ce qui est très nouveau. Donc, c'est des changements à côté de gouvernements qui restent extrêmement statiques. Et ce qu'était la génération Trump, là, on voit vraiment des différences humaines. On voit aussi des gens qui ont des points de vue qu'on connaît. Kelly, John Kelly, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un, on ne connaît pas le point de vue. Des gens qui sont volontaristes, on peut aimer ou pas aimer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, dans les choix qui sont posés par Biden, déjà, sur la photographie en tout cas, quelque chose que je trouve bien sur la ligne de départ, parce que ça représente aussi l'Amérique, avec aussi des anciens et des nouveaux, avec des modernes et des plus traditionnels. Quelque part... C'est plutôt centriste d'ailleurs, par rapport au Parti démocrate. Assez, mais en même temps, c'est aussi sur certaines positions, comme l'écologie par exemple, des choix très clairs qui se pré-annoncent, on va dire, qui montrent que dans le cadre de la sûreté nationale, maintenant, l'écologie va être une question primordiale, et ça, c'est des nouveautés. Et on est un peu content quand même. C'est un peu mieux comme photographie et comme intention que ce qu'on avait vu dès le départ avec Trump. Vous êtes d'accord sur la photo? Oui. Ma première action de la nouvelle équipe de Biden, c'est déloger Trump de la Maison Blanche. C'est le goût. Alors, le point com de la semaine, chère Sonia, l'application TikTok nous a réservé une surprise. Et oui, c'est Marielle Chapa qui a débarqué cette semaine sur le nouveau réseau social préféré des jeunes. Oui, voilà. Alors ça va très vite, regardez, ça dure quelques secondes, mais c'est intense. Salut jeunes entrepreneurs, je m'appelle Marielle Chapa et j'arrive sur TikTok. Voilà, c'est cool, vous avez prévu, c'est le principe donc de TikTok. On a quelques secondes comme ça pour se faire remarquer. Alors pour Marielle Chapa, ça a marché. Elle n'est pas passée inaperçue, mais bon, quand même, les internautes ont jugé ça globalement assez affligeant. La qualité de l'image, le contre-jour, le choix de la musique de fond, un tube de Beyoncé de 2011, alors on peut dire le paléolithique pour les jeunes quand on essaye de s'adresser à eux. Bref, de la vie générale, rien ne va. La vidéo TikTok de Marielle Chapa, c'est une sorte de click and collect du malaise pour cet utilisateur de Twitter et surtout pourquoi ce salut à toi, jeune entrepreneur. C'est vrai que beaucoup n'ont pas compris, on s'est posé la question, c'est évidemment un message codé peut-être, avance cet internaute, est-ce qu'elle appelle à l'aide pour qu'on vienne la délivrer du gouvernement? Mais non, en fait Marielle Chapa tente de parodier la vidéo d'un jeune influenceur suisse qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois. On regarde et là c'est pas une parodie. Et toi jeune entrepreneur, est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Voilà, la question elle est vite répondue, ça avait fait beaucoup rire à l'époque, sauf que le Parisien avait enquêté et révélé qu'il s'agissait très probablement de pratiques douteuses, voire qui confinaient à l'escroquerie, type escroquerie pyramidale à la Madoff. Alors beaucoup ont été choqués, tellement fait de reprendre le concept d'une arnaque quand on est ministre. C'est un fake, se sont demandé certains. Alors non, c'est bien la vraie Marielle Chapa qu'on a vue au début. En revanche, des parodies de Marielle Chapa et Fausse Bévin ont circulé. Voilà, on va découvrir maintenant ensemble. Voilà, bienvenue sur TikTok et surtout courage pour la com. Alors on peut dire que c'est assez raté, mais bon, c'était sa première vidéo, on va lui laisser le bénéfice du doute pour la suite. Marielle Chapa n'est pas la première à s'aventurer sur TikTok. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui avait lui aussi tenté une parodie en reprenant les paroles d'une jeune chanteuse influenceuse très populaire chez les jeunes qui s'appelle Weshden. On regarde. D'après le combat, toi tu parles à Macron, et moi je m'appelle Mélenchon. Je suis hors de ma vue, à voir ton parcours. Voilà, quant à Emmanuel
compte TikTok. Alors heureusement, il ne s'est pas livré à la parodie. Il l'a utilisé 2 fois, la première fois juste après le bac pour féliciter les jeunes bacheliers qui avaient obtenu en plus le bac dans les circonstances qu'on connaît. Et la seconde, c'était le 14 juillet dernier sur la place de la Concorde lors de la cérémonie. Alors on se moque, on rigole. C'est vrai que les politiques flirtent toujours un peu avec le ridicule quand ils tentent de parler aux jeunes. Et ça date pas des réseaux sociaux, mais en même temps, voilà, est-ce qu'on peut passer son temps à regretter que les jeunes soient aujourd'hui aussi éloignés de la politique et condamner ce genre de tentative? Alors, Sonia, vous posez la bonne question parce que moi, je peux me prêter à m'esclaffer, à dire oui, c'est ridicule. J'en demande à mes enfants qui m'ont dit, mais non, attends, d'accord, bon, elle est un peu drôle, elle se plante un peu, mais en même temps, c'est bien qu'elle essaie d'utiliser nos médias, notre raisonnement, nos vecteurs. Et du coup, vous voyez, ça m'a rendu indulgente de parler à mes enfants et de comprendre que non. Parce qu'il y a un message. Alors, moi, il n'a pas du tout, il n'a pas 3 ans. Mais ça, tu vois, il a écouté peut-être. Mais il y a une réflexion qui a été très intéressante. Il dit, bon, on voit bien qu'elle ne connaît pas, que ce n'est pas son univers, donc elle a été conseillée. C'est vraiment un problème de conseiller politique. C'est-à-dire que là, ça se travaille. Pourquoi pas? Moi, je ne serais pas choqué qu'il y ait des hommes, des femmes politiques qui soient, des journalistes qui soient sur TikTok et qui viennent jouer de la parodie, qui arrivent à en ce moment-là. Dans ce cas-là, il faut comprendre cet univers-là. Et si on ne comprend pas directement, au moins on se le fasse bien expliquer. Là, on est entre la tentative de bricolage, le truc qui se veut bien fait, compris au 3e degré, pardon, au final, ça fait vite. Rien ne vaut jamais une Minitel. Je ne me suis pas ouvert de compte TikTok. Ma fille m'en a parlé dernièrement. Elle a pris mon téléphone et puis j'avais l'icône. Elle a cliqué sur l'icône et elle voulait que je souscrive ou que je m'inscrive. En tout cas, bref, finalement non. Je lui ai indiqué que j'avais pas le temps. Parce que le tout, c'est pas de s'inscrire sur un réseau social, c'est que pour que ça fonctionne, il faut y être régulièrement. Et puis, il faut diffuser aussi régulièrement. Donc, je regarde ça. Samedi dernier, à Paris aussi, dans le 7e arrondissement, des images extrêmement violentes, une agression qui a duré très longtemps. Ces images ont suscité un tollé, un scandale. Les transmissions d'ailleurs étaient suspendues et le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il aimerait leur révocation à l'issue de l'enquête s'ils sont effectivement reconnus comme coupables. Mais est-ce que cette succession d'événements, d'incidents, de violences, elle tient à des dérapages individuels de certains policiers qui ont peut-être tendance aussi à se sentir couverts par une forme d'impunité, ou est-ce que ça devient un problème systémique qui concerne l'institution policière en tant que telle, Pascal Blanchard, et qui remet en cause donc, la police en tant que telle? Le terme systémique pose problème parce qu'il devrait signifier qu'en amont, on ne serait pas au courant qu'il ait pu y avoir dans le passé des éléments qui restent minoritaires mais qui déjà étaient présents. Si vous regardez sur les 50 dernières années, il y a toujours des problématiques avec certains policiers dans des actes de violence, particulièrement en plus dans des problématiques avec des minorités visibles, qui sont très claires. Pour monter aux années 60. Oui, mais même après les années 80, rappelez-vous dans les quartiers populaires, des jeunes qui avaient été agressés, rappelez-vous 73, rappelez-vous 61, rappelez-vous 53, et on peut remonter comme ça. Donc en fin de compte, la question qu'il faut se poser, c'est pas si c'est dans le système ou dans le systémisme, qui est un terme qui peut être très ambigu, parce qu'il voudrait dire que l'ensemble de la police, qui sont des individus, hommes et femmes, individuellement, reproduiraient collectivement un modèle quelque part qui pourrait devenir systémique. Je ne le crois pas. Je pense par contre qu'il y a pendant très longtemps une volonté de la police et donc des autorités publiques de ne pas condamner ces actes de manière extrêmement claire, de ne pas non plus les quantifier, de ne pas non plus former en face, de ne pas non plus être intransigeant. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on vient de fragiliser ce corps de la police au moment où depuis 3 ans, on leur demande d'être omniprésents sur le territoire, à cause des gilets jaunes, à cause de retraite, à cause d'attentats. Ce paradoxe-là fait que, bah oui, le politique a fermé les yeux, le corps en tant que tel a fait corps, comme tout corps, et conclusion, aujourd'hui, on se pose la question si tous les policiers ne sont pas racistes et violents. Et la difficulté, c'est si le boulot avait été fait en amont, de sortir les brebis galeuses, parce que c'est ça le débat. Aujourd'hui, tous les policiers ne sont pas capables, comme ça, de massacrer un individu, comme vous l'avez dit, pendant plusieurs minutes, et de le traiter de sale nègre. Donc c'est bien un acte à la fois raciste et violent, d'individus profitent de leur statut de policier, en plus pour rentrer dans un lieu privé. Tous ces éléments-là, j'attends plus que la part du ministre qui dit qu'ils vont simplement, il faut en faire quelque chose qui montre que la police doit, de manière fondamentale, appréhender cette question. Justement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ça peut produire justement un choc? Est-ce qu'on peut réformer le contrôle de la police? Comment contrôler la police? Il y a la question de l'IGPN, notamment l'inspection générale de la police nationale, qui se
se pose, est-ce que la police peut en gros se surveiller? envisageait de réforme du GPN, elle est tombée en obligatoire. Le problème de l'IGPN, c'est qu'elle est La police qui se juge elle-même. Donc, Faut-il introduire dans l'IGPN bien sûr, les éléments extérieurs de la société des journalistes, des personnes extérieures, des politiques, etc. Mais ça, c'est une bavure. C'est une bavure à laquelle la présence de caméras, finalement, permet de prendre conscience de ce dont Pascal Marchand vient de parler, c'est-à-dire l'existence, depuis très longtemps, d'un phénomène difficilement acceptable de la part de la police. Mais voyons aussi ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une police qui se sent complètement démunie face à ce qu'elle appelle les territoires perdus de la République. C'est la montée des dossiers difficiles, le terrorisme, le séparatisme, les attentats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pour cette police une nécessité d'être mieux gérée, mieux prise en compte par la République française, d'où la loi sécurité, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la loi sécurité globale. La loi sécurité globale, c'est d'unifier 450 000 à peu près personnels chargés de sécurité en France, entre police, gendarmerie, personnel privé et armée, et de mener, de poser des cadres qui permettent que cette action de la police soit à la fois soumise à des garde-corps, des garde-fous, c'est tout le problème des caméras, c'est tout le problème de la presse, c'est tout le problème du rôle de la presse, et en même temps qu'elle puisse remplir sa mission. Et aujourd'hui, dire simplement, comme l'a dit le gouvernement, on va créer une commission, ça c'est bien faire ma proclamation, commission, mais non, on n'a pas besoin de ça, on a vraiment besoin aujourd'hui que la police puisse agir, qu'elle puisse agir